Quoi? Ça sert à tromper, c'est leur Internet. C'est leur Internet. Oui, t'as raison. T'as Internet directement. Alors, attends, avant de commencer, je vais juste faire une petite intro rapidement. Alors, bonjour à tous, bonsoir à tous. Merci d'être si nombreux ce soir. Alors, on a la chance de, déjà tout d'abord, merci à Dauphine et au professeur Hervé Alexandre de nous accueillir à Dauphine. En plus, on a la chance d'être dans... Alors, pour la petite histoire, Dauphine, c'est l'ancien QG de l'OTAN, et là, on est dans la salle principale de l'OTAN où Kennedy a signé dans les années 60 des trucs importants avec Charles de Gaulle. Bref, je ne peux pas vous dire quoi exactement, mais Kennedy était ici. Ceci étant dit, on va commencer le meet-up et on va commencer avec Henri qui va faire une présentation de Cairo One. Merci. Alors non, du coup, en fait, je vais commencer avec une présentation vite fait d'introduction, c'est ça? Ok. Je crois que c'est celle-là. Hein. Ok. Donc, tout à l'heure, j'ai demandé aux gens de lever la main. Vous pouvez relever la main, ceux qui sont nouveaux ici? Trop bien. Bah, vous voyez, tous les gens qui n'ont pas levé la main, ils savent déjà un peu ce qui se passe. Donc si vous avez des questions, vous pouvez venir me voir, vous pouvez me parler. Et puis vous pouvez aussi parler à tous ceux-là. Ils connaissent plein de choses et ils auront plein de trucs à vous apprendre. Vous êtes les bienvenus. On est très content de vous avoir ce soir. Et puis tous ceux qui reviennent, évidemment, finalement, maintenant, j'ai l'impression que vous êtes presque comme des collègues, quoi. Moi, la plupart, non mais c'est vrai, la plupart des gens avec qui je travaille avec eux derrière un écran. Et c'est que des gens qui sont loin. Et du coup, quand je vous vois vous, bah, on n'est pas exactement collègues, mais... Je sais pas, c'est cool, ça me fait plaisir. Alors, du coup, je vais faire une petite introduction rapide pour expliquer aux ceux qui sont nouveaux pourquoi est-ce qu'on est là et qu'est-ce que c'est ce sur quoi on travaille. Ok? Donc, ouais, elle est cool, j'avoue. Du coup, je la remets. Bon. Et du coup, qui je suis? Je m'appelle Henri Liotto, je travaille pour Starkware, qui est une entreprise qui développe une layer 2 d'Ethereum qui s'appelle StarkNet. Et je suis développeur advocate, donc mon boulot c'est d'expliquer aux gens ce que c'est StarkNet, comment ils peuvent construire des trucs cool dessus, et d'accompagner tous les gens qui veulent faire leur premier pas sur le réseau, déployer des trucs, organiser des events et tout. Donc si vous avez des questions, venez me voir, y a pas de problème. Du coup, à quelle question est-ce que répond StarkNet? Alors, la première question de base, en fait, c'est pourquoi est-ce que les blockchains ça marche pas? Okay. Ceux qui me connaissent et qui ont déjà vu cette présentation, je la fais tout le temps, mais en vrai, je trouve que c'est bien de remettre les trucs en perspective. Pourquoi est-ce que ça marche pas, les blockchains? Bitcoin, ça a 15 ans, Ethereum, ça a pas 10 ans. Entre-temps, il y a, pendant la même période où ces trucs-là ont existé, des systèmes comme Visa arrivent à faire des dizaines de milliers de transactions par seconde. Pourquoi est-ce qu'on peut en faire que 15 sur Ethereum? C'est peu, en fait. Et en fait, la réponse à cette question-là, c'est pas tellement une histoire technique, c'est plus une histoire, ça tourne autour du modèle de confiance qu'on utilise dans ces réseaux-là. Dans les réseaux legacy, les banques, les processeurs de paiement et tout ça, en fait, vous allez avoir une entité qui est chargée de vérifier ce qui se passe dans le système. Okay? Donc quand vous payez avec votre carte de crédit, il y a un data center, ou 2 ou 3, mais pas d'État, qui vont processer votre paiement. Et si jamais il y a plein de paiements qui arrivent, eh ben, ils peuvent mettre plus de machines. Okay? Dans un réseau blockchain, ça fonctionne un peu différemment. Parce que dans un réseau blockchain, on ne fait pas confiance aux gens pour opérer le réseau, on opère le réseau soi-même. Quand vous faites tourner un nœud Bitcoin ou un nœud Ethereum, vous êtes un opérateur du réseau. Okay? Don't trust, verify. Donc quand quelqu'un envoie une transaction, vous n'allez pas vous contenter de dire « Ah bah il m'a dit qu'il avait tant d'argent à la fin », vous allez prendre cette transaction, vous allez la réexécuter, vous allez la vérifier. On dit souvent les blockchains c'est des réseaux distribués, ce n'est pas du tout des réseaux distribués, ce sont des réseaux répliqués. Tout le monde fait exactement la même chose. Et ça, évidemment, bah déjà deux trucs. La première intuition que vous pouvez avoir, c'est que c'est pour ça que vos transactions sont chères sur Ethereum. S'il y a du travail qui est fait par une personne ou du travail qui est fait par 10 000 personnes, bah forcément ça va coûter plus cher quand il y a plus de gens qui le font. Deuxièmement, si je vous demande à qui pense ici que dans son ordinateur, il peut processer la charge de travail que fait passer Visa dans ses data centers. Ah, c'est bien, c'est que vous écoutez. Parce qu'a priori, votre machine ne vous permet pas de le faire. Okay? Donc c'est pour ça, c'est la raison principale de pourquoi les blockchains ne scalent pas aujourd'hui. Okay? Et puis, du coup, on a des trucs très intéressants avec les blockchains. Je ne vais pas vous vendre la blockchain, pourquoi c'est cool et pourquoi ça permet plein de trucs intéressants aujourd'hui, c'est pas le sujet. Mais on perd des choses dans
dans la bataille, on perd la scalabilité et on perd la confidentialité. Donc maintenant, le deuxième truc dont je vais vous parler, c'est un outil cryptographique, un outil mathématique que vous connaissez peut-être pas, qui s'appelle les preuves de validité. Okay. Le principe d'une preuve de validité, il faut que vous mettiez ça dans la même case où vous allez mettre les fonctions de hachage ou les signatures ECDSA, par exemple. Okay. C'est des trucs dont vous pouvez vous servir dans vos applications, mais vous n'avez pas forcément besoin de savoir comment ça marche pour pouvoir vous en servir. Si vous voulez regarder comment ça marche, vous pouvez. C'est des mathématiques, ça se comprend, et puis c'est un truc où vous savez que ça marche. Mathématiquement, vous avez la certitude que ça marche. Okay, mais vous n'êtes pas obligé de savoir comment ça marche pour vous en servir. Bon, les preuves de validité, c'est la même chose, et ça fonctionne comme ça. L'idée, c'est que vous avez une personne A, Alice par exemple, qui va exécuter un programme, et elle veut prouver à B qu'elle a exécuté le programme correctement. Dans le monde classique, en fait, la seule façon que Bob, a de vérifier que l'output du programme est ce que Alice lui dit, c'est de réexécuter le programme lui-même. Les preuves de validité vont permettre à Alice de exécuter le programme et en plus de l'output du programme, de générer ce qu'on appelle une preuve. En prenant la preuve et l'output, Bob peut vérifier que effectivement, Alice a exécuté le programme correctement. C'est juste ça. Ça permet à Bob de vérifier que le programme a été exécuté correctement sans que lui exécute le programme lui-même. La magie du truc, c'est qu'il y a une asymétrie entre prouver et vérifier. Et spécifiquement, c'est vachement moins coûteux de vérifier que le programme a été exécuté correctement plutôt que de l'exécuter. Okay, et ça, c'est une brique de base qui est super intéressante parce que ça permet de scaler les réseaux blockchain. Et on va voir pourquoi. Ok, bon, ça c'est des jolis slides. Mais il y a un truc intéressant, c'est que du coup, quand je dis ah, c'est vachement moins coûteux de vérifier plutôt que d'exécuter, en fait, pour être spécifique, le coût de vérification augmente de façon logarithmique avec le coût d'exécution. Donc plus votre programme est important, plus le coût de vérification va être important, mais ce coût de vérification augmente seulement de façon logarithmique. Autrement dit, c'est une asymétrie qui augmente de façon exponentielle. Okay, et ça, c'est un truc qui est super intéressant parce que ça vous permet d'exécuter un programme sur un supercalculateur qui peut être vérifié sur un Raspberry Pi, par exemple. Ça, c'est une jolie slide pour dire que ouais, on peut faire une petite analogie entre les preuves de validité, c'est pour l'exécution, ce que un fichier zip, c'est pour la compression du storage. L'analogie s'arrête au fait que quand vous avez zippé un fichier une fois, vous ne pouvez pas le rezipper. Quand vous avez prouvé une preuve de validité, vous pouvez prouver que vous avez vérifié la preuve de validité. Donc vous pouvez aller encore plus loin, c'est super cool. Jusqu'ici, tout va bien? Allez, Starknet maintenant. Qu'est-ce que c'est Starknet? Starknet, en fait, c'est un réseau blockchain qui a été designé pour utiliser les preuves de validité à son cœur pour pouvoir faire des trucs super cool. Et spécifiquement, les trucs super cool, ça permet d'avoir un réseau qui va être opéré par des supercalculateurs ou par des ordinateurs super puissants, comme par exemple ceux de Visa, qui vont pouvoir processer des tas et des tas et des tas de transactions, beaucoup plus que ce qui est faisable sur vos ordinateurs dans le réseau Ethereum, par exemple. Mais on n'a pas besoin de leur faire confiance, parce que quand ils exécutent ces transactions-là, ils vont générer une preuve. Et cette preuve-là, elle est ensuite envoyée sur Ethereum, et elle est vérifiée sur Ethereum. Quand je dis elle est vérifiée sur Ethereum, ça veut dire qu'elle est vérifiée dans un smart contract. Donc techniquement, il y a une transaction à un moment qui arrive dans Ethereum vers un smart contract spécifique, et la preuve d'exécution de Starknet est vérifiée à cet endroit-là. Okay, donc c'est un réseau general purpose, vous pouvez faire n'importe quel type de smart contract dedans, et c'est sécurisé par Ethereum. Pourquoi? Parce qu'il y a des fonctions dans Starknet qui font que pour que le réseau puisse avancer, il faut que des preuves soient publiées sur Ethereum. Ok? Bon, ben voilà. Donc il y a quelques termes un peu importants quand on parle de Starknet qui valent le coup d'être remis en contexte. Les séquenceurs. Les séquenceurs, c'est les supercalculateurs dont j'ai parlé. C'est les grosses machines qui vont processer toutes vos transactions. Le prover, c'est d'autres grosses machines qui vont générer la preuve d'exécution. Ce qu'il faut que vous ayez en tête, c'est que séquencer et prouver, c'est deux choses différentes, qui sont complémentaires, mais qui sont différentes. Donc on fait la différence entre ceux qui séquencent et ceux qui prouvent. Okay, le verifier, c'est le smart contract dont j'ai parlé sur Ethereum, qui va recevoir la preuve d'exécution et qui va la vérifier. Okay, Starknet Core, de l'autre côté, c'est un smart contract sur Ethereum qui va utiliser les outputs du verifier et qui va maintenir la progression de l'état
de Starknet. Pardon. Okay, et ensuite, un nœud, qu'est-ce que c'est un nœud dans le contexte de Starknet? Moi, je pense que c'est un sujet très intéressant parce que aujourd'hui, les nœuds de Starknet sont designés un peu de la même façon que les nœuds d'Ethereum, mais en fait, il y a plein d'autres façons de les designer. Et du coup, ce qu'on appelle un nœud aujourd'hui Ethereum, c'est une machine qui va garder l'état à l'instant T de Starknet. De façon assez amusante, si jamais je vous dis qu'est-ce que c'est un full node sur Ethereum, un nœud, vous allez me dire c'est un truc qui garde l'état d'Ethereum et tout l'historique des transactions. Dans Starknet, vous n'avez pas besoin de garder l'historique des transactions. Parce que vous avez une preuve que l'état que vous avez à un instant T, il est correct. Donc le full node, il sert juste à garder l'état. Ok, un truc à noter sur Starknet, et ça vous allez en entendre parler, c'est que le parti pris qu'on a eu, c'est de se dire que les preuves de validité, c'est un Dirac, c'est une fonction, c'est une step function, c'est une primitive tellement nouvelle et tellement puissante que ça justifie le fait de remettre l'architecture et la façon dont on a l'habitude de faire les choses dans le monde blockchain à plat et de reconstruire quelque chose à partir de rien. Starknet a été construit ce qu'on appelle sur des principes premiers. Donc, un premier truc, c'est qu'on utilise des preuves à divulgation nulle ou des preuves de validité qui s'appellent les preuves Stark, qui sont différentes d'autres preuves qui peuvent s'appeler par exemple les Snark. Et l'autre truc important dont vous allez entendre parler, c'est qu'on n'utilise pas l'EVM. On utilise une VM spécifique qui s'appelle la Cairo VM. En fait, on peut l'appeler de plein de façons différentes, mais on utilise un modèle de programmation qui est très proche de celui d'Ethereum. Il y a des contrats, il y a des variables dans lesquelles vous allez stocker des trucs et tout. Par contre, le langage de programmation est un peu différent. Vous ne programmez pas vos smart contracts dans Starknet avec Solidity, vous allez les programmer avec Cairo. Okay, alors ça a des avantages, évidemment. C'est galère d'utiliser un langage que moins de gens savent utiliser et puis dans lequel il y a un peu moins d'outils, mais ça a aussi plein d'inconvénients. Non, ça a aussi plein d'avantages, notamment le fait que Cairo est optimisé pour fonctionner dans le contexte des Validity Proof, ce qui n'est pas du tout le cas de Solidity en fait. Donc on a fait le choix radical de la performance. On a fait le choix d'aller avec Cairo pour que Starknet puisse être le plus puissant possible et vous permettre de scaler vos applications au maximum. Ok, pour résumer, pourquoi Starknet? Parce que c'est cool, on peut faire des smart contracts, il y a une grosse machine qui exécute plein de smart contracts et plein de petits players qui ont la garantie que leurs smart contracts ont été exécutés correctement. Le deuxième truc à prendre en compte, c'est quand on parle de preuve à divulgation nulle ou de zero knowledge proof, on a souvent en tête « Ah, mais c'est parce que c'est un truc de confidentialité ». C'est pas le cas ici. L'objectif n'est pas la confidentialité, mais le passage à l'échelle. Ok. Troisième truc à garder en tête, c'est que Starknet a été construit sur des principes premiers. On a des choix de design qui sont différents de ce que vous avez pu voir ailleurs, mais bon, je suis sûr que vous n'aurez pas de mal à vous y mettre. Regardez, tous les gens qui n'ont pas levé la main, ils y sont déjà et ça le fait. Ok, alors voilà pour ma présentation pour expliquer rapidement ce que c'est Starknet. Il y a 2 QR codes là sur lesquels vous pouvez aller. Ça, c'est un tutoriel. Si jamais... Il y en a qui sont familiers avec Solidity ici? Quelques-uns, c'est cool. Mais si vous faites ce tutoriel-là, vous allez voir, ça va vous montrer comment ça marche Cairo One, comment vous allez pouvoir faire vos premiers, comment fonctionnent des smart contracts basiques sur Cairo One. Vous allez pouvoir faire vos premiers pas, vous allez voir que c'est assez familier. Il y a Swahil là-bas qui m'a dit qu'il l'avait fait récemment et il avait l'air de dire que ça s'était très bien passé. Deuxièmement, si jamais vous voulez garder un contact avec la communauté, savoir ce qui se passe, on a une newsletter qu'on envoie toutes les 2 semaines, on n'envoie que ça et on envoie des trucs techniques, donc des tutoriaux, des vidéos, des trucs, vous allez en apprendre plus sur Starknet. C'est le QR code qui est à droite pour la newsletter Starknet EDU. Voilà. Je ne sais pas s'il y a des questions. Trop bien. Bon, ouais. La question est sur la scalabilité et quelle est la scalabilité qu'on espère atteindre avec Starknet. Je pense que cette question, elle dépend vachement de quel contexte tu la prends. Quand on pense, il y a la scalabilité au niveau d'une chaîne, de Starknet public, le réseau public et qu'est-ce qu'on peut faire avec. Et puis il y a la scalabilité si tu la prends au niveau écosystème. Et en fait, la réalité, c'est qu'aujourd'hui, c'est très difficile de savoir jusqu'à où ça peut aller. Okay. Sur un réseau public comme Starknet, aujourd'hui, on est assez confiant sur le fait qu'on va pouvoir faire, d'ici pas si longtemps,
autant de transactions que ce que tu peux faire sur un réseau comme Ethereum quand tu fais un réseau qui n'est pas décentralisé, où tu as juste une grosse machine, tu vois. Donc pense plusieurs de milliers de transactions par seconde. Ça, c'est un truc on sait que c'est assez accessible, tu vois. Le prochain niveau de scalabilité, donc ça va impliquer d'optimiser les séquenceurs qu'on utilise. Okay, il y a beaucoup de travail qui est fait là-dessus, il y a plein de sujets hyper intéressants sur ce sujet-là. Je serais ravi d'en parler avec ceux qui veulent en savoir plus après. Le deuxième niveau, après ça va être aussi d'optimiser ce séquenceur-là en utilisant des techniques qui sont un peu plus exotiques, comme par exemple utiliser un modèle de représentation de l'état de Starknet, qui n'est pas le même que celui qu'on utilise aujourd'hui. Si tu regardes des réseaux comme Sui et Aptos, par exemple, ils utilisent un modèle de storage qui est assez différent de celui d'Ethereum, qui fait que du coup programmer dans Sui et Aptos c'est très différent de programmer dans Ethereum, mais qui leur permet de scaler potentiellement à des échelles qui sont vachement plus grandes qu'Ethereum. Tu vois, bah ça, si demain on décide de rajouter ça dans Starknet, ce ne sera pas un truc où tout le monde devra réimplémenter son smart contract, mais ce sera une option. Si jamais tu veux rendre ton application scalable, tu pourras te servir de ces trucs-là. Et là, on pourrait arriver à, je ne vais pas te dire de bêtises, mais les benchmarks que j'ai vus sur Sui et Aptos, c'est beaucoup. Je crois que tout ce que j'ai en tête, c'est des dizaines de milliers de transactions par seconde, voire des centaines de milliers de transactions par seconde. Et puis ensuite, il y a l'autre étape sur laquelle on est en train de travailler là aujourd'hui aussi, qui est de se dire que dans un monde où la source de vérité, c'est la blockchain, et où tout le monde doit faire ses transactions sur la blockchain, ça compte vraiment la chaîne au centre et la capacité de cette chaîne-là. Mais dans un monde où si toi, tu décides de faire tourner ta chaîne, et tu es capable de prouver que tu l'as fait tourner correctement, pourquoi est-ce que tu as besoin de faire ça sur la chaîne principale? Pourquoi est-ce que tu ne peux pas le faire juste chez toi, et prouver à la chaîne principale que tu l'as fait? Autrement dit, les validity proofs donnent réellement, ouvrent la possibilité de pouvoir distribuer la charge d'un réseau blockchain. Et là, à partir de là, en fait, tu peux imaginer plein de façons de fonctionner différentes. Tu pourras avoir des entreprises qui font tourner leur back-end avec leur business logic spécifique et qui la prouvent on-chain. Et à ce moment-là, ben, de la même façon que Starknet est une extension d'Ethereum, ces trucs-là seraient une extension de Starknet. Et là, la limite de la scalabilité, c'est difficile à dire en fait. Je ne sais pas si ça a du sens. Ouais. Ah, pourquoi est-ce que c'est mieux une ZK-VM qu'une ZK-VM? Ouais. Ouais, et la réalité, c'est que c'est difficile à dire en fait. On ne sait pas trop. Et personne ne sait vraiment. Ce qui est intéressant, c'est de demander du coup à différentes personnes ce qu'ils vont penser, ce qu'ils pensent de ce truc-là, tu vois. Il se trouve qu'il y a 2 semaines, j'étais à une conférence, et le mec qui parlait avant moi, c'était Jordi Bailina, le mec qui fait la ZK-VM de Polygon, et ils font des progrès super impressionnants là-dessus. Ils font des trucs qu'il y a 1 an ou 2, les gens pensaient que ça n'était pas possible, tu vois. Et ils avancent vachement bien, c'est super intéressant à voir. Mais quand il en parlait, lui, ce qu'il disait aussi, c'est genre, ouais, tu vois, il y a 2 ans, on pensait que ce serait juste pas possible. Et là, en fait, on se rend compte qu'avec une ZK-VM, on peut avoir un truc bon, qui est moins performant que si jamais tu le fais en natif, tu vois. Mais ce sera peut-être genre un ordre de magnitude moins performant qu'en natif, pas 2 ou 3. Donc, ce qu'il dit, c'est que ce sera peut-être pas genre 1000 fois moins rapide, ce sera pas 1000 fois moins rapide ou 100 fois moins rapide, ce sera genre 10 fois moins rapide. Bah, moi, je trouve que 10 fois plus rapide, c'est déjà pas trop mal. Et il faut prendre en compte et dans le contexte que ça, c'est un mec qui a choisi de l'autre côté qui se dit ça. Si tu demandes à nos ingénieurs, eux, ils te disent, ouais, moi, je pense que c'est plutôt de l'ordre de 100 ou 1000 fois plus rapide. Mais on ne sait pas. C'est quelque chose qu'on saura dans quelques années. C'est ça qui est intéressant. Donc, vérifiez dans quelques années, vous verrez bien. Ouais.
Non, c'est pas possible. La réponse courte, c'est ça. Non, c'est pas possible. La preuve, elle est valide ou elle est pas valide. Si jamais il y a quelqu'un qui vient filouter, tu pourras pas générer une preuve valide. C'est aussi simple que ça. Je suis désolé, en fait, je suis un peu en retard, mais on en parle avec plaisir juste après, si tu veux. Ok? Je vais enchaîner sur la présentation d'après, et puis ensuite on... Ça vous va? Allez, cool. Allez, c'est marrant parce que du coup, moi, je fais 2 présentations d'affilée et tout, mais c'est pas grave. La présentation là dont je voulais vous parler, c'est je voulais vous parler de l'histoire de Cairo. Comment est-ce qu'on est arrivé à Cairo One et c'est quoi le chemin qui nous a amené jusqu'ici? Donc le premier constat de base, c'est genre, bah, qu'est-ce que c'est du code prouvable en fait? Qu'est-ce que ça veut dire d'avoir du code prouvable et d'où ça vient? Et à la base, en fait, il y a la théorie des Stark, qui est en fait c'est un délire de mathématicien en fait. C'est genre, ah, ce serait trop bien si jamais j'avais un polynôme avec genre des millions de facteurs et je pouvais vous montrer que je connais les millions de facteurs, mais sans que vous ayez à tous les exécuter. Ce serait trop bien, non? Et la plupart des gens réagissent comme ça, hein, évidemment, parce que genre, ouais, c'est cool, ouais, ça a l'air intéressant. Et en fait, le truc à capter derrière cette base-là, qui est effectivement la base des Stark, hein. On veut prouver qu'on connaît les facteurs, enfin, on est capable d'évaluer un polynôme sur un tas de points sans que la personne ait à faire l'évaluation elle-même. En fait, ce qui est intéressant à noter, c'est que sur un polynôme, on peut encoder de l'information. On peut encoder un programme sous forme de polynôme. Okay, si jamais ça paraît un peu bizarre, dites-vous dites-vous ça comme ça. Votre CPU, il est capable d'encoder un programme sur un ensemble de portes logiques qui font des 0 et des 1. Okay, à partir d'un truc aussi basique que ça, il y a de la complexité qui émerge. Bah, au lieu de le faire sur des 0 et des 1, on peut le faire sur des polynômes. Okay, donc l'épreuve Stark, ça permet de prouver l'exécution de certains programmes. Okay, donc, je vais passer cette slide vite fait, mais le truc intéressant à reconnaître, à voir avec les preuves Stark, et ça j'en ai pas parlé tout à l'heure quand je vous parlais des preuves de validité, c'est que c'est un changement fondamental dans l'informatique distribuée. Si vous y pensez bien, aujourd'hui, l'informatique distribuée est basée entièrement sur la confiance. On fait confiance à Amazon pour exécuter un truc, on fait confiance à GCP pour exécuter un truc. Il n'y a aucun moyen de vérifier ce qu'ils font, à part à le refaire nous-mêmes. Okay, bah, avec ce genre de truc, on peut complètement s'affranchir de ça. Okay, donc, ce qu'Internet est à l'échange d'informations, ce que la blockchain est à l'échange de valeurs, les preuves de validité, c'est à l'exécution de code. C'est un truc qui dépasse largement la blockchain. C'est un truc qui a un potentiel d'application dans plein d'endroits différents. Sauf qu'aujourd'hui, le stack n'est pas mature, qu'il y a tout un tas d'entreprises qui fonctionnent très bien avec ces modèles de confiance, un peu comme dans le modèle bancaire. Hein. Et donc du coup, où est-ce que c'est les écosystèmes où les gens ont besoin de travailler ensemble et où ils veulent surtout pas se faire confiance, où les gens sont assez parano pour vouloir faire ça? C'est la blockchain. Et du coup, c'est là où les gens voient de l'utilité et de l'intérêt à se servir de ces outils-là. Ok, c'est ce que je viens de dire. Donc maintenant, parlons de comment est-ce que Cairo a été créé. Alors, à la base de Cairo, en fait, il n'y avait pas Cairo. Quand Starkware a été créé, il y avait les fondateurs qui avaient ce théorème mathématique, et c'est ce protocole qui permettait de prouver des trucs. Et ils se sont dit, bon, bah, comment est-ce qu'on en fait quelque chose d'utile? Et la première chose qu'ils ont fait, ça a été d'essayer de designer des polynômes pour pouvoir prouver des problèmes spécifiques. En fait, ce qui est assez intéressant avec le fait de designer des polynômes pour prouver des problèmes spécifiques, c'est qu'on peut vraiment faire une sorte de parallèle avec le fait de créer des ASIC, des circuits imprimés, pour régler des problèmes spécifiques. Okay, et en fait, Cairo, c'est vraiment la suite d'une histoire où on est parti de circuits imprimés simples vers des circuits imprimés complexes, vers des trucs general purpose. Et donc à la base, le premier truc qui a été fait par Starkware, ça a été de construire des protocoles Stark manuellement. Okay, donc il y avait plein de tenants et aboutissants, on se disait ah qu'est-ce que c'est le problème qu'on veut essayer de résoudre, et en l'occurrence un des premiers problèmes qu'on a essayé de résoudre, ça a été StarkX. Okay, ça a été comment est-ce qu'on fait pour que les gens puissent trader des ERC20 super rapidement sans être sur Ethereum. Okay, donc on a encodé ces problèmes-là sous forme de polynômes pour essayer d'optimiser le truc, pour essayer de faire en sorte que ça fonctionne. Et ça marche bien. Le problème c'est que designer un circuit imprimé ou designer un polynôme comme ça, c'est très long,
c'est très difficile, ça demande des compétences spécialisées, et une fois que vous l'avez programmé, vous n'avez pas vraiment de flexibilité en fait. Hein. Et c'est un peu un problème, c'est un truc assez amarrant d'ailleurs dans l'écosystème tech en règle générale. Les gens qui font du hardware et les gens qui font du software réfléchissent pas du tout de la même façon, parce que quand on pousse une upgrade en software, ça coûte rien, c'est super rapide, alors qu'en hardware, non, en fait, les cycles de développement sont vachement longs et on pense différemment. Là, on avait un peu cette contrainte-là. Tu ships ton programme, tu as fait une preuve pour tu as défini un polynôme pour pouvoir le prouver, et en fait, tu peux pas rajouter des trucs au fur et à mesure. Donc ça, c'était la première étape. La deuxième étape avec laquelle on est venu, ça a été de se dire, bon, on va peut-être faire des composants qui peuvent être réutilisables et imbricables. Et puis on va faire des outils pour pouvoir créer ces preuves, ces circuits, ces polynômes de façon un peu plus versatile et flexible. C'est l'équivalent de prouver des FPGA. Okay, donc là, en fait, on a beaucoup investi dans faire des outils pour pouvoir créer des polynômes de façon plus efficace. Okay, donc si on reprend l'analogie des circuits imprimés, on prenait des circuits imprimés custom et on commençait à se dire, ok, cette partie-là, elle peut être générique et on va peut-être essayer de la réassembler les unes avec les autres. Okay, la troisième étape, ça a été de faire un langage spécifique pour ces preuves-là, un DSL. Okay, donc ça a été de se dire, là, on commence à avoir des composants qu'on peut assembler les uns les autres, comment est-ce qu'on fait pour qu'ils parlent les uns avec les autres, et avoir des trucs un peu plus faciles à recomposer et à adapter pour les besoins de différents projets. C'était bien, mais pareil, en fait, c'est pas ultra flexible, et il y a plein de trucs qui sont pas hyper optimisés. C'est un peu galère. Et donc du coup, si vous suivez la métaphore filée des circuits imprimés, l'étape d'après, c'est quoi? L'étape d'après, c'est de se dire, en fait, plutôt que d'essayer de faire des circuits imprimés et d'avoir un nouveau développement pour recréer un circuit à chaque fois, peut-être qu'on pourrait faire un CPU. Un CPU comme celui qu'il y a dans votre machine, c'est vraiment juste un circuit imprimé qui est fait pour pouvoir exécuter n'importe quel programme que vous lui donnez. En fait, il a un ensemble d'opérations basiques qui lui permettent à son tour de modéliser n'importe quel programme informatique. Cairo, c'est ça. Cairo, c'est l'acronyme de CPU-R. C'est un CPU, c'est le polynôme, qui permet de prouver l'exécution d'un CPU spécifique, qui s'appelle Cairo, et qui a un ensemble d'opérations basiques qui, quand vous les assemblez, et que vous exécutez un programme sur ce CPU, vous pouvez générer une preuve que vous avez exécuté votre programme correctement. C'est plutôt cool. Okay, donc avec ça, en fait, on a eu un... Donc c'est ce qu'est Cairo aujourd'hui. C'est un langage Turing complete qui permet d'écrire n'importe quel programme de façon prouvable. C'est pas un langage de smart contract, c'est un langage general purpose qui a la propriété que quand vous l'avez exécuté, vous pouvez prouver que vous l'avez exécuté correctement, parce qu'il exécute sur ce CPU. Okay, nous, la façon dont on s'en sert, c'est que on va opérer un réseau en dehors d'Ethereum. Ce réseau-là, le fonctionnement de ce réseau-là est codé en Cairo. Et quand, par exemple, sur Starknet, vous envoyez des transactions et elles sont agrégées dans un bloc, le fait de construire ce bloc-là, il y a une preuve qui prouve que ce bloc a été agrégé correctement. Okay, donc Starknet est écrit en Cairo. C'est marrant. Et en fait, ce qui est intéressant de noter à cet endroit-là, c'est que Cairo, nous, c'est un truc dont on s'est servi pour StarkX. Et au bout d'un moment, en fait, on avait tellement construit des outils pour faire du code prouvable qu'on s'est rendu compte que c'était quand même assez pratique et qu'on pouvait faire plein de choses. Et on s'est dit, peut-être qu'il y a d'autres gens qui vont vouloir s'en servir. Peut-être qu'on est au stade où on pourrait faire un réseau où n'importe qui pourrait déployer son propre code Cairo et pourrait l'exécuter et avoir un smart contract. Alors le petit souci qu'on a eu, c'est qu'en fait, Cairo 0, c'était un outil interne qui était, c'est un peu comme quand vous avez votre chambre, vous l'avez pas rangée depuis un bail parce que vous n'avez pas de visiteurs, et du jour au lendemain, on a dit tout le monde peut s'en servir, sauf qu'il y avait des pots de bananes qui traînaient, ça faisait longtemps qu'on n'avait pas rangé et tout ça. Autrement dit, c'était un truc qui marchait, mais qui n'était pas forcément super bien documenté et qui était un peu galère à utiliser. Donc il y a eu toute une phase où on a cleané ça. Puis on a eu un autre problème qui était que Cairo n'était pas fait pour être exécuté dans un environnement adverse. Je ne sais pas combien de temps j'ai, donc je ne vais pas rentrer trop dans les détails ici, mais l'idée que je veux que vous reteniez, c'est qu'un programme en Cairo 0, s'il plantait, vous ne pouviez pas générer une preuve qui plantait. Vous pouvez seulement prouver que quand votre programme fonctionne correctement.
Et ça, c'est un truc très embêtant dans une blockchain, parce que si vous ne pouvez pas prouver que votre programme plante, vous ne pouvez pas faire payer les gens qui envoient des programmes qui plantent. Et du coup, ça, c'est un vecteur d'attaque DOS pour le réseau. Et à ce moment-là, du coup, on a pris un pas en arrière, on s'est dit, OK, il y a pas mal de gens qui veulent utiliser Cairo. Cairo 0, on l'a designé il y a quelques années. Qu'est-ce qu'on ferait si jamais on voulait faire les choses bien? Et pour faire les choses bien, en fait, on a redesigné Cairo 1. Cairo 1 a deux trucs essentiels. Le premier qu'il a, et qui est très important, c'est Sierra. Sierra, c'est une couche de compilation intermédiaire entre le CPU Cairo et votre code Cairo 1. C'est un ensemble d'instructions qui, peu importe comment vous les assemblez, elles ne peuvent pas générer une erreur au niveau du CPU Cairo. C'est-à-dire que même si votre programme Cairo 1 y plante, vous allez pouvoir prouver via le CPU que votre programme a planté. Donc on résout le problème que j'ai mentionné juste avant. Ça empêche les attaques DOS. Et ça, c'est vraiment un truc essentiel. Le deuxième truc hyper important avec Cairo 1, c'est que c'est un langage tout neuf, donc on se dit on va faire un truc propre, et on a regardé ce que faisaient les gens de Rust, par exemple, et aujourd'hui, Cairo 1, c'est un langage qui est très largement inspiré du Rust, et du coup, il y en a qui savent faire du Rust ici ou pas trop? Ah, quelques-uns, c'est bien. Et si jamais vous savez faire du Rust, faire du Cairo 1, ce ne sera pas forcément si étrange pour vous. Okay, et puis si vous ne savez pas faire du Rust, c'est l'occasion d'apprendre, c'est cool. Ok. Je vais conclure vite fait en revenant sur Starknet en parlant de Regenesis. Donc, Starknet a été lancé il y a 1 an et demi, 2 ans maintenant, ok. Et jusqu'ici, on avait du code Cairo 0 qui était déployé pour les smart contracts. Regenesis, ça fait référence à la série d'upgrades qui vont avoir lieu sur Starknet, dans lesquels petit à petit, on va phase out le code Cairo 0, ok. Donc là, depuis 1 mois à peu près, le code Cairo 1 est utilisable sur Starknet. Il y a une période de transition pendant laquelle vous pouvez envoyer du code et Cairo 1 et Cairo 0, et d'ici quelques mois, le code Cairo 0 ne sera plus utilisable sur Starknet. Il n'y aura que du code Cairo 1. Okay, c'est ça Regenesis. C'est en gros ces deux grosses hard forks qui vont changer un petit peu les opcodes que vous pouvez utiliser dans vos codes. Ok. Et voilà. Et donc elle est longue cette slide. Voilà. Allez, le résumé de Cairo 1. Donc, c'est un langage de Cairo 1, c'est un langage de haut niveau qui est très inspiré du Rust, okay, qui permet d'avoir des exécutions qui fail, de le prouver au niveau du CPU, donc ça donne énormément de résilience au réseau. C'était une condition nécessaire pour la décentralisation du réseau. Vous pouvez faire du Cairo 1 aujourd'hui, vous pouvez faire du Cairo 0 aujourd'hui aussi, mais si vous voulez faire quelque chose, je vous conseille de faire du Cairo 1. Et d'ici la fin de Regenesis, vous ne pourrez plus faire du Cairo 0 sur Starknet. Et j'y suis. Voilà, je ne sais pas si vous avez des questions. Oh là là, c'est super clair, ou alors vous saviez déjà tout? Ouais. Ouais, c'est une bonne question. Donc, tu disais, on est au début de la transition Cairo 1. Est-ce que tu auras une idée de... du coup, je pense que ta question, c'est quand est-ce que Regenesis se terminera et quand est-ce que Cairo 1 sera utilisable avec tous les outils? C'est une bonne question. C'est une bonne question et je ne sais pas. En fait, je parlais il n'y a pas très longtemps avec un builder qui me disait c'est marrant, sur Starknet, vous faites plein de trucs bien et vous parlez vachement avec la communauté, c'est super cool. Mais en fait, je crois que pour Cairo 1, vous auriez dû rien dire à personne. Vous auriez juste dû le garder sous le manteau pendant longtemps et au bout d'un moment dire tac, voilà, c'est là, c'est prêt, vous pouvez l'utiliser. Et c'est peut-être une erreur qu'on a fait parce qu'en fait, on avait du soft qui était close source et d'un coup, on est passé à vas-y, on fait tout en public, voilà, ça c'est Cairo 1, testez le truc. Et en fait, je pense que les gens se sont un peu hypés et ont pris un peu, se sont pris un peu une claque de ça prend du temps de faire les trucs. Donc ouais, effectivement, aujourd'hui, Cairo 1, on peut s'en servir, on peut faire des trucs. Mais c'est galère. J'aurais préféré qu'on puisse le sortir et que d'un coup ce soit super facile à utiliser. On n'en est pas là malheureusement. Moi je pense que dans les semaines qui viennent, les outils dont vous vous servez, Protostar, Starknet.js, tous ces outils-là, ils n'ont pas le choix, ils vont devoir supporter Cairo 1. Ils n'ont pas le choix que parce qu'il faut qu'ils le fassent, mais parce qu'en fait si eux ils ne le font pas, il y a d'autres SDK et d'autres entreprises qui vont se mettre sur le créneau. Donc ils ont un intérêt à le faire, ils vont le supporter. Ça va s'améliorer très vite. Okay, maintenant, pareil, nous, on est en train de bosser sur la documentation et sur faire en sorte que ce soit un truc utilisable parce que là, c'est pas propre. L'état dans lequel ça n'est pas propre. Il faut qu'on arrive à
il faut qu'on arrive à rendre ça plus facile pour les utilisateurs. Maintenant, je dirais, il y a une deuxième facette à cet aspect-là aussi, qui est comment est-ce que vous, les builders, vous vous l'appropriez, en fait. Tu sais, quand est-ce qu'on n'aura plus besoin de Cairo 0? La réalité, c'est qu'on n'aura plus besoin de Cairo 0 quand vous tous, vous aurez passé vos contrats sur Cairo 1 et que vous vous serez chauffé pour dire ouais, on fait avancer le truc. On va pas vous reguer en disant genre ah maintenant ton code il marche pas, tchè, tu vois. On veut que vous, enfin c'est pour vous qu'on le fait, c'est pour nous tous, tu vois. Donc on veut que les gens qui construisent sur Starknet s'approprient les outils. Donc si jamais il y a un truc qui vous empêche de développer sur Cairo 1, mais dites-le nous. Dites-le nous pour qu'on le fixe vite et qu'on avance. Donc je te dirais, ça dépend un peu de nous, ça va s'améliorer vite dans les semaines qui viennent, mais après ça va dépendre de vous quand est-ce que ça marche. Ça a du sens? Cool. Est-ce que Solidity change? Oula, t'es pas là depuis longtemps, toi. Solidity change, je te le dis. C'était une question rhétorique. Solidity change et Solidity change beaucoup. Et Solidity changeait encore plus il y a 2, il y a 3, il y a 4 ans, tu vois. Et Cairo 1 va sans doute changer un petit peu comme ça. Tu auras des mots-clés un peu plus faciles à utiliser, tu auras des nouvelles fonctions, tu auras des trucs comme ça. Okay. Par contre, il n'y aura pas de nouveau une migration comme on a eu de Cairo 0 à Cairo 1. Ça, c'est mort. Donc tu auras des petites améliorations à faire dans ton code, tu auras peut-être des trucs que tu peux faire si tu veux, mais ce sera sans doute opt-in. Et les contrats que tu vas déployer, une fois qu'ils seront déployés, il n'y aura personne qui y touchera. Ils seront toujours utilisables. Okay. Donc Cairo 1 va un peu évoluer comme tous les langages, mais ce ne sera pas un transformer comme Cairo 0 et Cairo 1. Ça a du sens? Cool. Ouais. Bonjour. Aujourd'hui, c'est largement centralisé autour de... C'est un processus. Donc aujourd'hui, c'est largement centralisé autour de nous. On opère l'infrastructure, on développe le software. Depuis un an, on travaille avec... depuis un peu moins d'un an maintenant, on travaille avec des entreprises pour décentraliser le développement du protocole. On délègue de plus en plus de parties du protocole. Je ne sais pas si vous avez vu d'ailleurs pour les développeurs d'entre vous, mais il y a sur Cairo 1, sur le langage, nos ingénieurs ont ouvert des PR pour que des gens puissent contribuer à Cairo 1, ce qui était un truc qui était imaginable pour Cairo 0. Donc on décentralise petit à petit le développement du réseau, et sur la partie gouvernance, il y a aussi la fondation Starknet qui a été créée il y a 3 à 6 mois, qui commence à prendre de plus en plus son essor pour prendre les décisions et guider la communauté. Donc c'est un processus, aujourd'hui c'est largement centralisé, mais tu vois, un des objectifs de Cairo 1, c'est de poser les briques pour que ça ne le soit pas dans le futur. Et clairement, c'est pas notre intérêt d'être une chaîne centralisée. Enfin, c'est pas très intéressant. Cool. Vous l'avez déjà fait pour nous, ou alors est-ce que ça veut dire que si je veux développer un smart contract sur votre réseau, je dois d'abord passer par une phase de setup, et avant que tu répondes, juste un indice sur la décentralisation, la page EBSI est hyper bien foutue. En termes de communication, c'est European, blockchain, blabla, et là, pour décentraliser une blockchain, la manière dont ils présentent ça, c'est hyper bien foutu. La page de quoi? EBSI, European, blockchain, infrastructure. EBSI, il y a toute une page sur décentraliser les nodes de EBSI, et qui peut peut-être te donner des idées juste de communication, elle est vraiment bien foutue. C'est juste intéressant, à voir. Je jetterai un œil. Et, bon, je suis très content qu'on soit accueilli par Dauphine, donc je ne vais pas lâcher mon micro, mais tu posais la question de comment est-ce qu'on fait par rapport au trusted setup dans les ZK Proof, et moi ce que je vais juste dire, c'est genre, il n'y a pas de trusted setup. Et je vais pas lâcher le micro parce que c'est pas cool, mais il n'y a juste pas de trusted setup. Je suis pas rentré dans les détails de pourquoi les Stark sont intéressants, mais c'est une énorme raison de pourquoi on n'a pas fait ça. Les Stark sont plus sécurisés que les Snark pour plusieurs raisons, notamment le fait qu'il n'y ait pas de trusted setup, notamment le fait que les Snark reposent sur 2 piliers cryptographiques, ECDSA et SHA-256. S'il y en a un des deux qui pète, tout pète. Et les preuves Stark ne reposent que sur un de ces piliers qui est SHA-256. Et
un truc à savoir, c'est que SHA-256, c'est prouvé comme étant quantum résistant. Même si demain, il y a un ordinateur quantique super puissant, il ne pourra pas casser SHA-256. Par contre, ECDSA, oui. Donc les preuves, les preuves SNARK, le jour où il y a un ordinateur quantique suffisamment puissant, ça passe à la trappe. C'est pas un truc qu'on peut rattraper, qu'on machin, c'est juste, ça passe à la trappe, ça n'est plus utilisable. Il y en a d'autres, mais c'est une des différences principales, ouais, effectivement. Et en faveur des Stark, je dirais que leurs preuves sont plus petites et du coup coûtent un peu moins cher à vérifier. En faveur des Stark, je dirais que les preuves Stark sont plus faciles à générer et du coup, c'est plus rapide de générer une preuve. Allez, écoutez, merci pour votre temps et votre attention. Je suis ravi d'en parler plus avec vous derrière. On se parle après. Et voilà. Merci Henri. Est-ce que Sylve peut se présenter? Après ton temps. Bon. T'as ton ordi, sinon j'ai le mien sinon. Ouais. Donc Sylve qui va nous parler de la Starknet Foundation. De Dojo, pardon. Autant pour moi. Dojo. Ça load bien. C'est quoi le Wi-Fi? Parce que là, je suis peut-être. Non, mais avec le. Ah bah parfait. Bon. Génial. Ouais, il vient de se connecter. Attendez une seconde, je vais juste reloader. Bonjour. Donc, je m'appelle Sylve, je suis le cofondateur d'un protocole de NFT sur Starknet qui s'appelle Brick. Belle brique. Donc, Brick, ça marche un peu comme des Lego. Vous récupérez des briques, vous pouvez les assembler, vous faites des NFT tout cubiques, et si vous les désassemblez, vous récupérez vos briques et vous pouvez faire d'autres trucs avec. Donc voilà, on a le plus gros protocole de NFT sur Starknet. Mais c'est pas de ça que je viens vous parler aujourd'hui, mais vous pouvez quand même aller sur brick.construction, c'est grave drôle. Aujourd'hui, je suis venu vous parler de Dojo. Dojo, imaginez que c'est le Unreal Engine, mais pour construire des jeux qui fonctionnent entièrement sur la blockchain. Alors on va un peu dépiler tout ça. Qu'est-ce que c'est Qu'est-ce qu'on entend par le on-chain gaming ou faire fonctionner, faire tourner un jeu sur la blockchain? Si vous avez déjà joué à un jeu qui a des composantes de blockchain, la plupart du temps, c'est ce qu'on appelle un jeu qui est faiblement on-chain, qui est weakly on-chain. La façon dont ça fonctionne, c'est Sorare par exemple. Sorare, vous possédez vos NFT, ça c'est la partie qui est vraiment fortement sur la blockchain, mais toute la logique de jeu, la logique de fantasy, football, etc., et de prix, est gérée off-chain, elle est gérée sur leur propre serveur. L'objectif du on-chain gaming, c'est de se dire, et si on mettait plus de la logique du jeu, c'est-à-dire toute la partie que Sorare gère off-chain, sur la blockchain? La première question qu'on se pose, c'est pourquoi? Parce que c'est super chiant à faire. La première réponse, c'est parce que c'est vachement dur, justement. Donc c'est un peu comme vous demandez aux gens pourquoi ils veulent monter l'Everest, ils vous disent parce qu'il est là. À l'heure actuelle, le on-chain gaming est encore un sujet qui est assez niche, qui est vraiment fait par une poignée de fous furieux, mais c'est vraiment intéressant pour pousser la blockchain dans ses retranchements. Et dans les avantages qu'on attend, on en attend trois principalement. La première, c'est, imaginez en fait qu'on veut faire aux jeux vidéo ce que la DeFi a fait à la finance. D'une part, vous avez de la composabilité nativement. C'est-à-dire que voilà, vous avez un jeu, par exemple, imaginez, vous avez un jeu de poker qui tourne sur la blockchain. Et ben vous pourriez en fait intégrer ça au sein d'un autre jeu. Et vous dites, voilà, pour en fait, gagner une manche contre moi, il faut que tu me battes dans ce jeu-ci. Et il faut également que tu me battes au poker. Et l'outcome du jeu de poker vient s'inscrire dans un autre jeu. Vous avez ce qui s'appelle de la
Hardness. Hardness, c'est un mec qui s'appelle Josh Stark, qui a écrit un très très bon article, je vous le conseille, qui s'appelle Atoms, Institutions and Blockchains, qui introduit la notion de hardness dans la blockchain, qui consiste à dire, en fait, vous pouvez faire confiance au jeu. Vous êtes à peu près sûr, enfin c'est la blague de Vitalik qui jouait à World of Warcraft et qui était très très triste parce qu'en fait ils lui ont enlevé une épée ou je sais plus, ils l'ont banni et donc il a dit genre je me vengerai et il a créé Ethereum. Avec la hardness, justement, vous avez la garantie que les contrats vont pas vraiment changer, ou en tout cas les règles du jeu sont clairement établies pour tout le monde dans le smart contract et vont pas changer. Ce qui fait que vous avez une relation vis-à-vis du jeu qui est différente. C'est un peu la même chose que les NFT. Vous n'allez jamais acheter une JPEG à un mec dans la rue, par contre vous allez acheter un NFT parce que vous savez que vous avez des garanties beaucoup plus forte. Et finalement, vous avez de la vérifiabilité. Et là, c'est la partie qui est vraiment, vraiment super drôle. Aujourd'hui, vous devez faire confiance concrètement à un serveur centralisé pour qu'il exécute proprement le code du jeu. Et c'est pour ça, en fait, que la plupart des jeux sont très centralisés. C'est-à-dire que vous allez parler à un serveur, vous faites des actions, vous les envoyez sur le serveur, et le serveur dit « oui, tout va très bien ». Et en fait, avec des trucs qu'on pourrait faire comme ça, et particulièrement avec des preuves à divulgation de connaissances, des ZK Proofs, ce qu'on peut faire, c'est, moi de mon côté, je joue à un jeu, et j'envoie la preuve sur la blockchain. Vous savez pas ce que j'ai fait, mais tout le monde sait que j'ai respecté les règles du jeu. Donc ça, c'est vachement fort. Donc un très bon exemple justement de cette logique-ci, c'est un des premiers, probablement un des premiers jeux qui a été on-chain game qui a été développé et le plus populaire, s'appelle Dark Forest, inspiré du livre de science-fiction éponyme. La façon dont Dark Forest fonctionne, c'est que vous avez un petit vaisseau, il faut attaquer des planètes et récupérer de l'énergie. Seulement, un petit problème que vous avez sur la blockchain, c'est que tout est public. Donc si on joue par exemple à la bataille navale, ça va pas être très intéressant parce que je sais exactement où tu es et donc je vais faire F2 et je vais te toucher. Donc comment est-ce qu'on fait pour planquer de l'information sur la blockchain alors que tout le monde peut l'avoir? On utilise justement des ZK Proofs. Donc Dark Forest est un jeu qui marche entièrement avec des snarks pour le coup, parce qu'ils ont décidé de se faire du mal. La façon dont ça marche, c'est vous décidez de bouger quelque part, vous dites voilà je vais aller bouger jusqu'ici, et je vais faire cette action-ci. Vous computez un petit truc dans votre coin, donc ça prend bien 2 à 3 minutes sur votre browser, et après vous publiez la transaction sur la blockchain. Et là, le smart contract il va faire ah bah écoute, je peux vraiment pas te dire ce qu'il y a dedans, mais c'est legit. Comme si je sais pas où il a bougé son cavalier, mais je sais qu'il a fait un mouvement en Y. C'est un peu la magie des on-chain games. Donc le jeu est super dur à jouer, parce que vous avez concrètement un smart contract. Et ce qui est incroyable, c'est que des mecs ont buildé des interfaces par-dessus. Et il y a différentes guildes qui ont dit non, mais nous en fait on va faire une UI qui est un peu plus optimisée pour faire tel genre de truc, et on va pas la communiquer aux autres gens. Et vous avez donc ce smart contract qui existe au centre, qui est le cœur du jeu, et tout autour, toute une myriade de plugins, d'add-ons qui ont été créés, un peu comme de la DeFi justement. Vous pouvez jouer avec des Lego, mais de gaming. Voilà, donc j'espère que je vous ai un peu vendu avec l'idée. Quel problème on a avec les on-chain games? C'est super consommateur de block space, mais genre vraiment. Si vous regardez l'histoire d'Ethereum, à chaque fois qu'un truc a explosé, c'était à cause d'un jeu. Vous prenez CryptoKitties, CryptoKitties c'est pas juste un projet de NFT, c'est un slightly on-chain game, parce que vous avez une logique de reproduction des petits chats, et ça c'est sur la blockchain. Donc vous avez déjà un petit peu une logique de jeu, et donc effectivement il s'est passé ce qui s'est passé, ça a fait plus ou moins cracher Ethereum. Dark Forest coûtait à Gnosis, parce qu'ils ont déployé ça sur XDAI, ça leur a coûté des centaines de milliers de dollars pour maintenir la chaîne, parce que ça coûtait que dalle. Et sur Starknet, Brick a fameusement fait exploser Starknet, et Influence a récemment déglingué le testnet. Donc ça pose vraiment, c'est assez compliqué à faire, et c'est pour ça qu'on a besoin des layers 2 et des capacités de scaling que nous propose justement Starknet. Je vais accélérer un poil. Donc pourquoi c'est dur de builder un jeu? Parce que builder un jeu c'est super difficile, et vous avez des problèmes de scalabilité, vous savez, il n'y a rien qui est standardisé. C'est comme si vous essayiez de builder en fait de la DeFi, alors que vous n'avez pas les AMM, pas les ERC20, pas les 1155, vous n'avez rien du tout. Donc là, vous devez vraiment juste vous débrouiller. Et c'est très très compliqué. Donc, que font les gens normalement bien constitués? Ils utilisent des game engines. Il y avait une blague dans l'industrie du jeu vidéo dans fin des années 90, début 2000, c'était on passe 2 ans à builder un engine graphique, puis on fait faillite. Il y a une histoire par exemple de Lord of the Rings, les 2 tours sur PS2, où les mecs ont passé 1 an et demi à builder un engine, ils se sont rendus compte qu'en fait ils n'allaient jamais réussir à le sortir. Donc ils se sont dit, est-ce qu'il n'y a pas un autre moteur qu'on pourrait réutiliser? Et ils se sont dit, tiens, Tiger Woods. Donc le moteur qui est utilisé dans Lord of the Rings les 2 tours et celui de Tiger Woods, parce qu'ils avaient juste besoin de modéliser à courte distance et à très longue distance. Donc ça c'est cool, c'est un truc qui a pu être réutilisé. Ce serait vachement bien si vous aviez en fait toutes ces primitives qui étaient déployées par d'autres gens pour des jeux, qui puissent être réutilisées par d'autres trucs. Par exemple, vous avez un jeu qui fait il a un super système de fly ou de mouvement par exemple, je veux le réutiliser.
Et ben ça, c'est ce qu'on fait avec des game engines pour builder des jeux on-chain. Le plus gros à l'heure actuelle s'appelle Lattice. Il est Solidity compatible. Argus Labs en fait aussi un aussi, mais ils sont un peu secrets. Et il y a nous. Concrètement, on fait un game engine qui vous permet de standardiser tous les trucs que vous faites sans avoir à vraiment parler à un smart contract. Et tous les objets qui appartiennent au sein de cet écosystème, qui utilisent un pattern qui s'appelle un Entity Component System, peuvent être réutilisés. Donc vous pouvez avoir par exemple un petit personnage dans un jeu, qui en fait vous décidez de le réutiliser dans un autre jeu. Ou vous prenez un jeu, vous dites en fait j'ai le système qui me permet de voler, mais en fait je le réutilise, mais je ne prends pas le système de walk parce qu'il est un peu nul. Les composants, ce sont toutes les données qui sont attenantes à une entité. Vous pouvez dire voilà en fait je vais reprendre exactement, pour ce personnage-ci, je vais reprendre exactement ses points de mana, mais je m'en fiche de sa health par exemple. Donc vous pouvez vraiment choisir un petit peu tous les bouts que vous voulez dans un jeu. Donc voilà, c'est ce qu'on a fait. C'est buildé entièrement en Cairo 1, donc on est un peu en train de manger du verre, mais ça avance plutôt vraiment très vite. Toute une couche en Rust, donc on a commencé ça à peu près en décembre-janvier, on a 17 contributeurs, ça avance vraiment vite. Je pense qu'on est un des repos les plus actifs sur Starknet à l'heure actuelle. Blablabla. La façon dont ça fonctionne, c'est que vous avez d'un côté une toolchain donc en Cairo, donc vous avez tous les contrats qui sont standardisés pour créer un ERC20, créer des mouvements, etc. Vous avez une couche au milieu qui vous permet d'écouter ce qui se passe sur la blockchain. Donc, par exemple, voilà, tel joueur a bougé de tel endroit à tel endroit, bah, c'est un truc que vous devez récupérer et modéliser au sein d'un client. Donc là, vous avez au milieu une petite couche de networking qu'on utilise Apibara pour ça. Et derrière des clients. Donc, vous pouvez utiliser, on va créer des plugins pour Unity, Unreal et tout autre game engine pour qu'au sein de ces moteurs-ci, vous n'ayez pas du tout à vous dire comment je mets un wallet ou quoi que ce soit. Vous allez juste vous connecter à la toolchain Dojo et utiliser les objets au sein de l'architecture de votre game engine. Donc, on a 3 jeux, les 3 gros jeux de Starknet qui sont en train de migrer complètement sur Dojo, parce qu'on s'est rendu compte que tout le monde était en train de builder des trucs dans son coin et c'est vachement mieux si on met son effort en commun. Donc Ren, Dope Wars et Influence sont tous en train d'être complètement rebuildés en Cairo 1 en utilisant Dojo. But wait, there's more. Et parmi tous les trucs vraiment stylés qu'on veut faire et qui sont particulièrement faciles à faire sur Starknet, moi le truc qui me rend vraiment fou, c'est ce qu'on appelle des game channels. Si vous avez compris jusqu'à maintenant, vous vous rendez compte que chaque chose que vous faites dans un on-chain game, c'est une transaction. C'est un truc que vous allez devoir envoyer on-chain. Donc c'est lent, ça coûte de l'argent, personne ne veut faire de transactions. La meilleure solution, c'est de ne pas le faire on-chain. Donc justement, ce serait vachement bien si en fait on n'avait pas à le faire on-chain, mais on pouvait juste vérifier à la fin d'un jeu. Et ça, on peut le faire très facilement avec des proofs. J'écris un petit contrat en Cairo, je joue, je t'envoie la preuve. Toi, tu vérifies de ton côté la preuve, parce que tu as aussi un vérifieur, puis tu rejoues et tu me renvoies la preuve. On fait comme ça, 4 ou 5 fois, et à la fin, le résultat du jeu, on l'envoie on-chain. Une seule transaction. Et pas 28 000 quand c'est envoyé. Et ça, c'est vraiment très facile à faire, précisément parce qu'on utilise du Cairo, et que c'est optimisé pour faire des preuves. Donc ça, c'est vraiment stylé. En plus on va faire des AppChain, des L3, utiliser des storage proofs pour en fait, si vous déployez une L3 qui marche que pour un jeu, donc par exemple avec un séquenceur centralisé qui va aller super vite, vous aimeriez quand même utiliser des NFT qui sont sur d'autres chaînes. C'est très compliqué, c'est le problème de la fragmentation de liquidité. Ça, on peut le résoudre sur Starknet grâce à des trucs qui s'appellent des storage proofs. Donc il y a une boîte ultra intéressante qui s'appelle Herodotus. Cherchez herodotus.dev avec un H au début, c'est le pur-fu. Donc ça, pareil, on pourrait l'utiliser. Vous pouvez avoir un jeu qui existe sur la L1 et l'utiliser on-chain sur une L3 Starknet. Ouais, the future is now. Parmi les trucs stylés qu'on fait, si vous voulez contribuer, un des trucs sur lesquels on est en train de bosser en ce moment, c'est le DevNet marche pas très bien, donc on a décidé de faire le nôtre. Ça va très vite. Vous pouvez contribuer. Et voilà, c'est un projet qui est l'idée par à peu près toutes les boîtes de gaming et de NFT de l'écosystème, principalement par Tarence, Loaf et moi-même. Et on cherche des contributeurs. Donc on est powered by OnlyDust, donc les contributions peuvent être rémunérées. Donc voilà, vous avez juste à flasher le QR code, aller sur GitHub et regarder une issue. Merci beaucoup. Vous avez des questions? Ouais.
Alors, c'est une très très bonne question de savoir exactement quel genre de problème ça règle. Ça, c'est un truc que Lancelot et moi, on s'est creusé le crâne depuis très très longtemps. Au début, quand on a commencé à parler de ça, d'avoir des jeux qui sont vérifiables, on a commencé à se demander, en fait, est-ce que ça veut dire qu'on a arrêté la triche? Ça ne veut pas exactement dire qu'on a arrêté la triche. Ça veut simplement dire que tu es à tout moment garanti que la personne qui joue avec toi utilise les mêmes règles que toi, joue au même jeu que toi. Mais ça se trouve, c'est un bot derrière. Ça, tu n'es pas vraiment en mesure de le vérifier. Donc le truc que tu as dit sur le wallhack, ça va vraiment dépendre de ton jeu. Dans le cas de Dark Forest, par exemple, bah, tu pouvais pas savoir où étaient les gens. Il n'y avait pas moyen de contourner ça. Et aujourd'hui, quand tu regardes justement l'anti-triche dans les jeux vidéo, c'est un sujet qui est extrêmement difficile parce que bah, y a des trucs que les gens doivent faire de leur côté, sur leur PC. C'est pour ça que quand vous allumez Steam ou un autre truc, vous avez 25 alertes de sécurité parce que le truc est littéralement en train de lire votre kernel pour vérifier que vous n'êtes pas en train de faire des trucs un petit peu chelous. Donc ouais, ça va vraiment dépendre ça va dépendre de ton jeu, mais tu as des garanties qui sont assez drôles avec ça. Ouais. Mm, mm. Là, je sais pas si tu avais vu, en fait, ça revient à faire une preuve, mais ça revient au même problème de où est-ce que tu triches. Et si ça se trouve, enfin, j'ai vu une vidéo qui était vraiment assez marrante où un type a braqué une caméra sur un écran, a mis un petit bras robot sur une souris. Donc bah ouais, il n'y a pas vraiment de aimbot parce que tu peux rien lire dans la mémoire, mais c'est un robot qui joue à ta place. Donc là, même si tu as la preuve qui part, c'est un vrai problème la triche dans les jeux vidéo. Et très concrètement, je pense qu'ils vont pas du tout réussir à le résoudre. Tu vas juste te payer des vac bans dans tous les sens et c'est juste. T'as des tribunaux sociaux qui sont faits, genre le mec il report, t'as vraiment un tribunal qui va te juger et bah tu te fais virer de Steam si t'as triché. Et c'est très très compliqué à résoudre comme problème. Et dans le cas des on-chain games, on met tous les potards à 11. Parce qu'en plus, généralement, tu as de la thune à gagner, donc autant, tu peux être à peu près sûr que le truc va être botté out of existence dès le premier jour. Mm. Mm. Ouais. Je dirais que pour les on-chain games, c'est pas une nouvelle classe de problèmes, comme tu le dis. C'est déjà des problèmes qu'on a à l'heure actuelle. Et par exemple, parmi les premiers jeux qui avaient. On est bon niveau temps? Il y a une note presse derrière encore Ok. Euh, Parmi les premiers jeux en multi qui avaient. Enfin, le premier FPS en multi qui avait été fait, c'était. Je crois que c'était Doom ou Quake, je sais plus. En fait, les mecs trichent. C'est pas vraiment du temps réel. C'est-à-dire qu'ils savent que quand tu vas avancer en avant, eh ben, ils savent que tu vas faire au moins 5 mètres, je sais pas, peut-être 1 mètre. Ils savent que ça va te prendre au moins une demi-seconde. Donc en gros, tu as juste à recevoir l'input de le mec a commencé à avancer et tu sais où il va finir. Donc t'as pas vraiment en permanence à savoir où le mec est allé. Donc dès le départ, Cormac de ID Software était déjà en train de tricher. C'est des méga problèmes. Et la plupart, comme tu le dis, on a plein de trucs vaudous pour résoudre ça.
C'est à peu près le même souci ici. C'est pas une classe vraiment fondamentalement différente de problème. Ça, faut gérer proprement ton networking. Euh, c'est pas monstrueusement exacerbé, je dirais. J'ai aussi un point à faire, à rebondir là-dessus, c'est qu'il y a aussi, alors déjà, il y a des projets qui tentent de régler, enfin de régler ces problèmes de triche. On parle de GGQuest en particulier, mais on a aussi, c'est-à-dire que ce que tu décris là, c'est comme, je vais prendre l'exemple du poker, parce que un peu un cas d'école en ZK, c'est le poker, le fameux poker. Est-ce que tu peux faire du poker en ligne? Enfin, en ZK, c'est un vrai problème, c'est extrêmement compliqué. On a eu des boîtes qui ont fait de la recherche. Enfin, c'est un point, mais il y a aussi d'autres problèmes. Typiquement, dans le cadre du poker, le problème, c'est pas uniquement de pouvoir cacher tes informations, tes mains. Enfin, il y a énormément de problèmes qui est aussi dans le comptage des cartes, etc. Mais tu as un autre problème qui est majeur et qui est un problème qui existe aussi dans les pokers classiques, c'est qu'en fait, le vrai problème au poker, c'est pas tant de cacher tes cartes, en fait, c'est que c'est un jeu où si tu as de la collusion, c'est fini. Genre, le jeu, il est mort. Sauf que, la blockchain, enfin, c'est pas un outil qui te permet, c'est pas une techno qui te permet de régler ce problème-là. Donc, tu auras toujours des problèmes, mais qui sont, en fait, comme tu le décris, des problèmes qui ne sont pas directement imputés à l'utilisation ou non de la blockchain. Donc, les jeux on-chain ne traitent pas ces problèmes-là dans cette mesure-là. Ouais, je dirais que ça résout des problèmes qu'on n'a pas vraiment aujourd'hui, en fait. D'autres questions? Ouais, Ouais, c'est accéléré. Alors d'ailleurs, je tiens à remercier sincèrement Steve qui a dépanné au pied levé parce qu'on a eu un désistement de dernière minute. Donc en 7 minutes, il est réagi et sur le qui-vive. Donc merci à toi. Et du coup, on va faire appel à Mathias et qui va nous parler de Pragma Oracle, récemment renommé. Tu veux. Merci Henri. Sylve, est-ce que tu peux nous prêter ton ordi? T'as du réseau? Merci. Tu vois, il dépanne à toutes les échelles, à toutes les étapes. Merci. Ouais, attends, je te le transfère.
Monsieur Alexandre, ouais. Merci beaucoup.